Chronique d'un désastre oublié. Chapitre 1. La fracture du temps. Le permafrost, ce sol gelé depuis des millénaires, est l'un des plus vastes réservoirs de carbone de la planète. Il emprisonne non seulement d'énormes quantités de méthane et de dioxyde de carbone, mais aussi des organismes fossilisés, préservés dans un état quasi intact par le froid extrême. Cependant, avec l'accélération du réchauffement climatique, cette barrière de glace commence à céder. Les températures anormalement élevées de la dernière décennie ont déclenché un processus de dégel profond, exposant des écosystèmes figés depuis l'ère Pléistocène. C'est dans ce contexte qu'un gigantesque chantier d'extraction minière fut lancé dans les terres reculées de l'Alaska, non loin de la vallée de la rivière Noatak. Une entreprise d'exploitation minière canadienne, Nordic Extraction, avait obtenu les droits d'exploitation pour extraire du cuivre et des terres rares. Leur projet, prévu pour durer une dizaine d'années, consistait à creuser à des profondeurs jamais atteintes dans la région afin d'accéder à des gisements jusque-là inexplorés. Les experts géologues avaient assuré que cette zone était stable, mais personne ne s'attendait à ce qui allait être mis au jour. Durant l'hiver 2029, des engins de forage percutèrent une couche de glace plus dense que prévu à près de 80 mètres de profondeur. Le premier rapport des techniciens indiquait une anomalie, un sol beaucoup plus meuble sous la glace, ce qui signifiait potentiellement la présence d'une cavité souterraine. Excités par cette découverte, les géologues décidèrent d'élargir l'excavation pour mieux comprendre la structure du sous-sol. Ce qu'ils découvrirent dépassa toutes leurs attentes. Un matin glacial de février, alors que les ouvriers creusaient une nouvelle section de la zone nord du chantier, un pan entier de permafrost s'effondra brusquement, révélant une chambre souterraine naturelle. Une odeur âcre et étrange se libéra, une senteur métallique et terreuse, mélangée à quelque chose d'indéfinissable. Une équipe de scientifiques fut immédiatement dépêchée sur place pour évaluer la situation. Dans la cavité, parfaitement conservée par la glace, reposaient plusieurs corps humains. Il s'agissait de restes d'individus préhistoriques, probablement des membres d'une tribu paléolithique. Leur état de conservation était stupéfiant. Leur tissu cutané semblait presque intact, leurs vêtements de fourrure encore accrochés à leur peau durcie par le froid. Une découverte sans précédent. Les scientifiques commencèrent à prélever des échantillons de tissus et d'os pour les analyser. Ce qu'ils ne savaient pas encore, c'est que ces corps n'étaient pas seuls. Ils étaient accompagnés d'un ennemi invisible, un agent pathogène resté en dormance pendant des dizaines de milliers d'années. Un virus que le monde moderne n'avait jamais rencontré. Chapitre 2. L'appel de la curiosité. L'équipe de scientifiques dépêchés sur le site était dirigée par la docteure Elizabeth Warren, virologue spécialisée dans les pathogènes anciens. Accompagnée de paléontologues et de biochimistes, elle fut la première à examiner de près les corps. À l'aide d'outils stériles, elle préleva des échantillons de tissu et de sang figés dans la glace, les scellant immédiatement dans des conteneurs hermétiques. À l'université d'Anchorage, où les analyses devaient être menées, les premières études révélèrent une anomalie frappante. Une structure virale inédite fut identifiée dans les tissus prélevés. Contrairement aux virus modernes, qui présentent une évolution rapide et une adaptation aux hôtes contemporains, celui-ci semblait exceptionnellement stable, avec une capacité de réplication jamais observée. Les premières hypothèses suggéraient qu'il s'agissait d'un mélange entre un filovirus et un orthomyxovirus, fusionnant les caractéristiques de la grippe avec celles d'Ebola. En d'autres termes, un virus à la fois extrêmement contagieux et dévastateur. Les chercheurs étaient en alerte, mais ils se sentaient en sécurité. Après tout, le virus était encore prisonnier de son environnement glacial et n'avait pas encore été exposé à des conditions favorisant sa propagation. C'est du moins ce qu'ils pensaient. Chapitre 3. L'étincelle. Après plusieurs semaines de travail intense sur le chantier, les ouvriers reçurent enfin une bonne nouvelle. La première phase du projet était terminée. Pour célébrer cet accomplissement, une grande fête fut organisée à Anchorage, le plus grand centre urbain du nord de l'Alaska. Les ouvriers, fatigués mais enthousiastes, prirent le premier avion disponible pour quitter l'isolement du site. Dans l'euphorie générale, personne ne se soucia du fait que certains d'entre eux présentèrent des symptômes légers.
Une fatigue inhabituelle, de légères fièvres, quelques maux de tête. Des signes que l'on attribua à l'épuisement du chantier et au froid mordant. Pourtant, c'était déjà trop tard. Dans les jours qui suivirent leur arrivée à Anchorage, plusieurs d'entre eux commencèrent à développer des symptômes plus graves. Des saignements spontanés, une désorientation soudaine, une fièvre atteignant des pics de 41 degrés Celsius. Mais le plus inquiétant restait le comportement des patients. Certains devenaient agressifs, incapables de formuler des pensées cohérentes et montrèrent des signes de psychose aiguë. Ils étaient en proie à des hallucinations, déliraient, hurlaient dans les rues comme des possédés avant de s'effondrer dans un état comateux. C'est à ce moment précis que les virologues réalisèrent l'ampleur de la catastrophe. Le virus n'était pas seulement une menace biologique, il affectait aussi le cerveau humain, détruisant les capacités cognitives et transformant ses hôtes en vecteurs incontrôlables. Ce qui avait commencé comme une découverte archéologique allait bientôt devenir le point de départ d'une pandémie sans précédent. À suivre. L'épidémie aurait pu être contenue si les événements de cette nuit-là n'avaient pas eu lieu. La découverte des corps préhistoriques dans le pergélisol alaskien était encore fraîche dans l'esprit des ouvriers du site. Après des semaines à braver des températures glaciales et à creuser la roche gelée, ils avaient enfin achevé leur mission. Les archéologues, convoqués pour étudier ces restes millénaires, s'étaient rapidement mis au travail. Et déjà, des rumeurs couraient sur leur importance. Ces hommes préhistoriques semblaient être morts d'une maladie inconnue. Mais les ouvriers n'étaient pas des scientifiques. Ils ne s'intéressaient pas aux détails de cette découverte. Tout ce qui comptait pour eux, c'était que le chantier était terminé. L'entreprise responsable du projet leur avait offert une dernière soirée à Anchorage avant leur retour chez eux. Ils avaient donc embarqué dans un convoi de bus en direction de la plus grande ville de l'Alaska, impatients de profiter d'une nuit de fête bien méritée. Ce qu'ils ignoraient, c'est qu'ils transportaient avec eux une menace que personne ne pouvait soupçonner. Les analyses postérieures permettront d'établir avec certitude l'origine de l'épidémie. Le NV17, nom temporaire donné par le CDC, néovirus souche 17, était un virus enveloppé à ARN, présentant une structure hybride entre un paramyxovirus, comme la rougeole, et un filovirus, comme Ebola. Son génome montrait des traces de recombinaison avec des segments proches de la grippe aviaire, un phénomène rendu possible par la cryoconservation de plusieurs agents pathogènes dans le même environnement. Le froid extrême du pergélisol avait préservé les virions intacts pendant des millénaires. En contact avec un nouvel hôte, ils se réactivaient immédiatement, exploitant les cellules du système respiratoire pour se répliquer avec une efficacité effrayante. Le NV17 possédait un taux de reproduction, R0, estimé entre 15 et 20, soit bien au-delà de la rougeole, le virus le plus contagieux connu jusque-là. Son mode de transmission était double, aérosol. Une seule inspiration de particules virales suffisait à infecter un individu. Contact cutané. Contrairement à la grippe, le NV17 était capable d'infecter une cellule épithéliale par simple contact avec des muqueuses. Les symptômes se déclaraient rapidement. L'incubation durait entre 12 et 24 heures. Puis, le virus attaquait le système nerveux central, provoquant fièvre, hallucinations et troubles comportementaux. Dans 80% des cas, l'infection évoluait vers une phase d'agitation extrême, où le malade devenait incohérent, violent et insensible à la douleur. La mort survenait généralement en moins de 72 heures, mais les dégâts collatéraux liés aux comportements erratiques des infectés aggravaient encore la situation. Et le pire, c'est que personne ne se rendit compte de ce qui était en train de se produire. Tout commença par un simple malaise. Dans un bar du centre-ville d'Anchorage, un ouvrier du chantier, Daniel H., 42 ans, s'était soudainement écroulé sur la table, renversant sa bière au passage. Ses collègues rirent d'abord, pensant qu'il avait trop bu, mais son état empira rapidement. Il se redressa d'un coup, les yeux injectés de sang, respirant bruyamment, comme s'il manquait d'air. Il tremblait, son visage était couvert de sueur, et il porta une main tremblante à sa tête avant de hurler de douleur. Le silence s'installa dans le bar. Puis, tout bascula. Daniel se mit à convulser, frappant tout ce qui se trouvait autour de lui. Un serveur tenta de l'aider, mais l'ouvrier le griffa au visage avec une force inhumaine. Les autres clients reculèrent, paniqués. Quelqu'un appela une ambulance, mais avant qu'elle n'arrive, Daniel s'était déjà écroulé sur le sol, inconscient. Les secours mirent moins de 10 minutes à arriver.
Les ambulanciers, sans protection, le transportèrent aux urgences de l'hôpital Providence. Personne ne portait encore de masque, et l'idée même d'une épidémie n'effleurait personne. Ce fut une erreur fatale. Les urgences étaient bondées ce soir-là. La grippe saisonnière frappait durement, et plusieurs patients attendaient déjà un lit. Daniel fut placé sous surveillance, mais ses signes vitaux étaient instables. Il convulsait par intermittence. Son rythme cardiaque explosait avant de chuter brutalement. Les médecins pensaient à une méningite virale ou une encéphalite foudroyante. Un premier prélèvement sanguin fut envoyé au laboratoire de l'hôpital. Mais alors que les analyses commençaient, les premiers membres du personnel médical commencèrent à montrer des symptômes. L'infirmière qui avait pris la tension de Daniel se mit à transpirer abondamment. 1 heure plus tard, elle s'effondra dans le couloir, victime d'une crise de tachycardie. Un interne, qui l'aida à se relever, tomba lui aussi malade en moins d'1 heure. Puis, d'autres patients commencèrent à présenter des signes similaires. L'hôpital devint rapidement un chaos incontrôlable. Les malades hurlant de douleur, les soignants tombant les uns après les autres, les couloirs remplis de patients en crise. Puis vinrent les premières agressions. Un patient en phase terminale du virus bondit sur un médecin, lui mordant violemment l'avant-bras, avant d'être maîtrisé par plusieurs infirmiers. Un autre, en proie à des hallucinations, se jeta contre une vitre, éclatant le verre en morceaux avant de se lacérer en essayant de fuir. Quand le premier coup de feu retentit dans l'établissement, tiré par un policier de garde en légitime défense, il était déjà trop tard. En moins de 24 heures, l'épidémie s'était propagée bien au-delà de l'hôpital. Les ouvriers du chantier, porteurs du virus, avaient passé la soirée dans plusieurs bars et clubs. Chacun d'eux, en respirant, en parlant, en touchant des objets, disséminait des millions de particules virales dans l'air. Les clients, les serveurs, les barman, tous furent exposés. La police reçut bientôt des appels de toute la ville pour des cas de violence inexpliqués. Un homme en état de démence s'était jeté sous une voiture. Une femme avait attaqué sa famille avec une fourchette. Des rapports d'agression, de crise de panique, commencèrent à affluer de tous les quartiers. Lorsque les premières chaînes de télévision locales évoquèrent une situation préoccupante, l'épidémie touchait déjà plusieurs milliers de personnes. Mais ce n'était qu'un début. Dans l'aéroport international d'Anchorage, des centaines de passagers attendaient leur vol du matin. Parmi eux, plusieurs étaient déjà contaminés. À l'autre bout du pays, les États-Unis ignoraient encore qu'une catastrophe sans précédent était en train de naître. À suivre. Lorsque les autorités fédérales commencèrent à réagir, il était déjà trop tard. Le NV-17 avait quitté l'Alaska sans bruit, embarqué dans les corps de passagers infectés transitant par l'aéroport international Ted Stevens d'Anchorage. L'un des premiers foyers secondaires apparut à l'aéroport de Seattle-Tacoma, principal point d'entrée pour les vols en provenance de l'Alaska. En l'espace de 48 heures, la ville se retrouva confrontée à un ennemi invisible et implacable. En parallèle, un second foyer explosait à Toronto, au Canada, introduit par des travailleurs pétroliers rentrant des chantiers du Nord. La propagation rapide et incontrôlable du virus montra que toutes les mesures sanitaires classiques, mises en quarantaine, fermeture des frontières, isolement des malades, seraient inefficaces. Le chaos ne tarda pas à s'installer. Les scientifiques du CDC et de l'OMS, travaillant 24 heures sur 24, confirmèrent rapidement les pires craintes. Un taux de reproduction inédit. Avec un R0 estimé entre 15 et 20, le NV-17 dépassait de loin la rougeole. Jusqu'alors, le virus le plus contagieux connu. Cela signifiait qu'une seule personne pouvait contaminer entre 15 et 20 autres en moyenne, et ce chiffre augmentait dans les zones à forte densité de population. Une transmission par aérosol, contrairement au coronavirus ou à la grippe, qui nécessite des gouttelettes ou un contact rapproché, le NV-17 restait en suspension dans l'air plusieurs heures, surtout dans les espaces clos. Une mutation avec la grippe. Un élément troublant fut découvert dans le génome du virus. Il semblait avoir intégré des segments d'ARN issus d'anciennes souches de grippe aviaire, améliorant son affinité pour les récepteurs cellulaires humains. Cette mutation permettait au virus de se répliquer rapidement et de provoquer une inflammation généralisée du système nerveux central. Les patients ne présentaient pas seulement des symptômes pseudo-grippaux, ils perdaient progressivement le contrôle de leur cognition,
devenaient extrêmement agressifs et insensibles à la douleur. Dans les rues de Seattle et Toronto, cette nouvelle réalité se manifesta avec une brutalité inédite. Les premiers cas confirmés apparurent à l'hôpital Harborview de Seattle. Un passager d'un vol Anchorage-Seattle, admis pour ce qui semblait être une méningite virale, devint incohérent en moins de 6 heures. Après une montée brutale de fièvre, 42 degrés Celsius, il se jeta sur une infirmière, lui mordant la joue avant d'être maîtrisé par 4 agents de sécurité. 3 heures plus tard, 6 autres patients présentaient les mêmes symptômes. L'effet boule de neige fut immédiat. Les hôpitaux devinrent rapidement ingérables. Le personnel soignant, non préparé à affronter un virus aussi violent, fut frappé de plein fouet. Ceux qui tentaient de contenir les malades se faisaient agresser, griffer, mordus, projetés au sol. En 24 heures, des centaines de soignants étaient infectés, entraînant l'effondrement total des services d'urgence. La police fut appelée en renfort, mais la situation échappa immédiatement à tout contrôle. Les policiers de Seattle furent confrontés à une horreur qu'ils n'avaient jamais vue auparavant. Les personnes infectées ne se contentaient pas de se débattre comme des patients en crise de délire. Elles manifestaient une agressivité extrême, se jetant sur les forces de l'ordre avec une détermination implacable. Pourquoi ? Les scientifiques proposèrent une hypothèse effrayante, le attaquer directement le cerveau, en particulier le cortex préfrontal et le système limbique. Ces zones régulent la prise de décision, le contrôle des émotions et la perception du danger. En détruisant ces structures, le virus annulait la peur, la douleur et l'inhibition, réduisant les patients à des êtres guidés par des pulsions primaires. La destruction du cortex moteur supérieur entraînait des mouvements désordonnés mais d'une force inouïe, comme chez un humain en état de transe ou sous l'effet d'amphétamine. Pour stopper une seule personne en crise, il fallait un chargeur entier de Glock 17, soit 17 balles de 9 mm parabellum. Et encore, certains infectés continuaient à se mouvoir avec plusieurs blessures mortelles. Les médias commencèrent à relayer des vidéos de policiers vidant leurs chargeurs sur des malades hurlants, qui ne tombaient qu'après une dizaine d'impacts. L'effet psychologique sur la population fut instantané. Les citoyens paniquèrent en pensant qu'il s'agissait d'une forme de zombification. Les rumeurs de mort qui se relevaient enflèrent sur les réseaux sociaux, plongeant Seattle dans une panique totale. Pendant que Seattle sombrait dans le chaos, Toronto devenait le premier foyer majeur en dehors des États-Unis. Les aéroports canadiens n'avaient pas eu le temps d'imposer des restrictions de voyage et plusieurs passagers contaminés avaient déjà quitté Seattle pour atterrir à Pearson International. En moins de 72 heures, l'un des plus grands centres urbains d'Amérique du Nord était à son tour touché. Là aussi, la violence des malades força la police à intervenir avec des armes létales. Les rues devinrent le théâtre d'affrontements entre forces de l'ordre et groupes de malades en proie à des crises de démence. Des scènes de pillage éclatèrent. Certains habitants tentèrent de fuir en masse, créant des embouteillages monstres qui paralysèrent la ville. Mais ils ne faisaient que s'exposer davantage au virus. Le Premier ministre canadien, en état d'urgence, ordonna la fermeture totale des frontières terrestres avec les États-Unis et mobilisa l'armée pour maintenir l'ordre. Devant l'ampleur du désastre, les gouvernements réagirent enfin. Le gouvernement américain ordonna la mise en quarantaine totale de Seattle. L'armée bloqua toutes les entrées et sorties de la ville, isolant 4 millions d'habitants. Le Canada fit de même avec Toronto, interdisant tout déplacement hors de l'Ontario. Les compagnies aériennes suspendirent tous les vols commerciaux. Mais il était trop tard. D'autres villes, comme New York et Los Angeles, comptaient déjà des cas suspects. La bourse plongea, marquant la plus grande panique économique depuis le krach de 1929. La Maison-Blanche fut confrontée à une décision terrible. Seattle devait-elle être abandonnée ? Certains généraux proposèrent une solution radicale, mais cette option, aussi brutale soit-elle, n'empêcherait plus la propagation du virus. Partout dans le monde, des avions avaient déjà transporté des infectés. Le était en train de s'échapper. L'humanité venait d'entrer dans la pire crise sanitaire et sociale de son histoire. À suivre. Partie 5. La résistance et l'espoir. Le 45e jour après l'apparition du NV-17, les grandes villes du monde entier étaient devenues des zones de non-droit. Les infrastructures s'effondraient. L'électricité se faisait rare. Les communications par satellite devenaient sporadiques.
et les derniers gouvernements en place tentaient encore d'organiser des forces de résistance. Mais la plupart avaient déjà perdu le contrôle. Pourtant, dans ce chaos, des poches de survivants tenaient bon. Contrairement aux grandes métropoles, où la densité de population avait transformé les villes en pièges mortels, les campagnes avaient mieux résisté. Loin des foyers initiaux d'infection, les villages isolés du Massif central, des Alpes et des Pyrénées en France, des Rocheuses aux États-Unis et des hautes plaines sibériennes en Russie avaient réussi à éviter le pire. L'absence de réseaux de transport dense et la méfiance des populations rurales face aux réfugiés contaminés avaient permis de maintenir des enclaves de survie. Les survivants avaient rapidement réagi, barricades aux entrées des villages, rationnement des ressources alimentaires, milices locales armées pour repousser les infectés errants. Mais la situation restait précaire. L'hiver approchait et les stocks de nourriture ne suffiraient pas éternellement. Il était impératif de trouver une solution définitive avant que le NV-17 ne les rattrape. C'est dans ce contexte qu'un groupe de scientifiques rescapés de Suisse parvint à franchir la frontière française. Le groupe était composé d'une vingtaine de chercheurs et médecins de l'OMS, du CERN et de l'Institut Pasteur. Parmi eux, le professeur Léonard Masson, spécialiste en virologie et en génétique moléculaire, ainsi que la docteure Anna Keller, immunologiste renommée. Lors de l'effondrement de Genève, ces chercheurs avaient été évacués par une unité militaire française encore en état de combattre. Leur but, rejoindre une installation abandonnée, mais encore fonctionnelle, un ancien silo à missiles nucléaires désaffecté dans le Massif central. Construit pendant la guerre froide, ce site avait été déclassé dans les années 90, mais disposait encore de bunkers souterrains capables d'abriter plusieurs centaines de personnes. Des réserves d'eau potable, un système de filtration de l'air et des générateurs à diesel en faisaient un refuge idéal. Pendant plusieurs semaines, les survivants transformèrent le complexe en véritable bastion de la science et de la résistance. Renforcement des infrastructures, installation de nouvelles portes blindées, amélioration du système de ventilation, récupération de matériel médical et scientifique. Organisation de la communauté, médecins, ingénieurs, agriculteurs et militaires travaillaient ensemble pour créer un semblant d'ordre et de gouvernance. Communication avec d'autres enclaves. Grâce à des radios à ondes courtes, ils établirent des contacts sporadiques avec d'autres groupes survivants en France et en Europe. Mais leur véritable objectif restait de comprendre comment stopper le NV-17. L'espoir venu d'une enfant. C'est au 60e jour qu'un miracle se produisit. Une fillette de 8 ans, prénommée Eléa, fut amenée au silo par un groupe de réfugiés. Elle était arrivée d'un village voisin, où l'infection avait décimé toute la population. Elle seule était restée indemne. Intrigués, les scientifiques réalisèrent une série de tests sur elle. Les résultats furent stupéfiants. Eléa était naturellement immunisée contre le NV-17. Le séquençage de son ADN révéla une mutation extrêmement rare au niveau du gène CCR5, une protéine présente à la surface des cellules immunitaires et impliquée dans la réponse aux infections virales. Les chercheurs réalisèrent que cette mutation empêchait le NV-17 de pénétrer les cellules nerveuses, rendant ainsi Eléa totalement résistante au virus. Ce phénomène rappelait une mutation bien connue dans le domaine médical, la délétion CCR5D32, qui confère une résistance naturelle au VIH en empêchant l'entrée du virus dans les cellules immunitaires. Mais ici, la mutation était encore plus radicale. Bloqueur total du NV-17, son système immunitaire était incapable de contracter le virus, même après une exposition directe. Absence de charge virale. Même en présence d'individus infectés, aucune trace du virus ne circulait dans son sang. Production d'anticorps spécifiques. Ces globules blancs semblaient capables de neutraliser le NV-17 en quelques minutes. Cette découverte ouvrait une nouvelle voie. Si les chercheurs pouvaient isoler et reproduire ce mécanisme génétique, ils pourraient peut-être créer un vaccin ou un traitement capable d'inverser l'épidémie. Les scientifiques du silo mirent en place un plan en 2 étapes. Synthétiser un sérum expérimental, en utilisant les cellules d'Eléa, ils commencèrent à développer un cocktail d'anticorps neutralisant capable d'offrir une protection temporaire contre le virus. Créer un vaccin génétique. L'objectif final était d'implanter la mutation protectrice dans l'ADN humain en utilisant la technique du CRISPR-Cas9, une méthode révolutionnaire d'édition génétique.
Mais pour cela, ils avaient besoin de matériel sophistiqué, notamment des réactifs de biologie moléculaire, des centrifugeuses à ultra haute vitesse et des incubateurs cellulaires. Or, la plupart de ces équipements se trouvaient encore dans des laboratoires en ruine à Paris, Lyon et Genève. Un commando d'élite, composé des derniers de militaires du silo, se prépara à mener une mission suicide pour récupérer le matériel nécessaire. L'humanité n'avait peut-être plus que quelques semaines avant l'effondrement total. Et Léa, cette petite fille de 8 ans, était devenue l'espoir de toute une civilisation. Son arrivée au silo avait été marquée par la désolation et la perte, mais aussi par une lueur d'espoir inattendue. Les scientifiques, d'abord sceptiques, avaient rapidement compris l'importance de cette découverte. Ils savaient que le temps jouait contre eux et chaque seconde comptait. Les nuits étaient longues et les journées encore plus. Les chercheurs travaillaient sans relâche, analysant chaque échantillon, chaque donnée, dans l'espoir de trouver une solution. Ils savaient que la clé de la survie de l'humanité résidait peut-être dans le sang de cet enfant. Les tests sur Eléa avaient révélé des résultats incroyables. Non seulement elle était immunisée contre le NV17, mais son système immunitaire semblait capable de neutraliser le virus en un temps record. Les scientifiques étaient émerveillés par cette découverte, mais ils savaient que le chemin serait long et semé d'embûches. Ils mirent en place un plan détaillé, divisé en plusieurs phases. La première étape consistait à synthétiser un sérum expérimental en utilisant les cellules d'Eléa. Ce sérum, bien que temporaire, pourrait offrir une protection précieuse contre le virus. La deuxième étape, plus ambitieuse, visait à créer un vaccin génétique en utilisant la technique révolutionnaire du CRISPR-Cas9. Mais pour cela, ils avaient besoin de matériel sophistiqué et la plupart de ces équipements se trouvaient dans des laboratoires en ruine, loin du silo. La mission pour récupérer ces équipements était dangereuse, mais nécessaire. Un commando d'élite fut formé, composé des derniers militaires du silo, prêts à risquer leur vie pour sauver l'humanité. La tension était palpable. Chaque membre de l'équipe savait ce qui était en jeu. Ils se préparaient minutieusement, vérifiant chaque détail, chaque équipement. La mission serait périlleuse, mais ils étaient déterminés à réussir. Pendant ce temps, au silo, les scientifiques continuaient leur travail acharné. Ils savaient que chaque minute comptait et ils ne pouvaient se permettre de perdre du temps. Les résultats des tests sur Eléa étaient prometteurs, mais il restait encore beaucoup à faire. Les chercheurs analysaient chaque donnée avec une précision méticuleuse. Ils savaient que la clé de la survie de l'humanité résidait peut-être dans une mutation génétique rare, et ils étaient déterminés à percer ce mystère. Eléa, quant à elle, restait courageuse malgré les circonstances. Elle comprenait l'importance de ce qui se passait, même si elle ne saisissait pas tous les détails scientifiques. Les scientifiques la traitaient avec une grande douceur, conscients de la pression immense qui pesait sur ses jeunes épaules. L'espoir de l'humanité reposait sur cette petite fille, et chaque jour apportait son lot de défis et de découvertes. Les scientifiques savaient qu'ils devaient avancer rapidement, mais prudemment. Chaque erreur pouvait coûter cher, et ils ne pouvaient se permettre de prendre des risques inutiles. La mission du commando d'élite était cruciale. Sans les équipements nécessaires, les chercheurs ne pouvaient pas avancer. La tension montait à mesure que l'équipe se rapprochait de son objectif. Les villes en ruine étaient dangereuses, et chaque coin de rue pouvait cacher une menace. Les soldats avançaient prudemment, conscients du danger. Chaque pas était calculé, chaque mouvement mesuré. Ils savaient que leur mission était vitale, et ils étaient prêts à tout pour réussir. Au silo, les scientifiques attendaient avec impatience des nouvelles de l'équipe. Chaque minute semblait une éternité, et l'incertitude pesait lourdement sur leurs épaules. Mais ils continuaient à travailler, déterminés à trouver une solution. L'humanité était à un tournant crucial. Les découvertes faites sur Eléa offraient une lueur d'espoir, mais le chemin restait long et incertain. Les scientifiques savaient qu'ils devaient persévérer, malgré les obstacles. Eléa, cette petite fille courageuse, était devenue le symbole de l'espoir et de la résilience. Son immunité naturelle contre le NV17 offrait une chance unique de sauver l'humanité, et les scientifiques étaient déterminés à saisir cette opportunité. Partie 6. L'ultime espoir. Le 75e jour après le début de la pandémie, le monde n'était plus qu'un champ de ruines. Seules quelques enclaves de survivants tenaient bon, protégés par la distance, des barricades de fortune ou des mesures drastiques. Dans le silo du Massif central, l'équipe scientifique avait fait une avancée majeure. Grâce aux analyses sur Eléa,
Ils avaient identifié une mutation capable de bloquer le NV17, mais ils s'étaient rapidement heurtés à une impasse. Un vaccin classique était inefficace. La vitesse de réplication et la structure du virus rendaient tout anticorps inutile à long terme. Les traitements antiviraux échouaient. Aucun médicament existant ne parvenait à ralentir la progression du virus une fois qu'il avait infecté un hôte. Seule solution, modifier directement l'ADN des survivants en introduisant la mutation protectrice dans leur génome. Mais comment faire? Une solution radicale, un virus pour en vaincre un autre. L'idée vint d'Anna Keller, l'immunologiste en chef. Elle savait qu'une mutation génétique naturelle, comme celle d'Eléa, ne pouvait pas être simplement injectée sous forme de médicament. Il fallait un moyen de modifier le patrimoine génétique des cellules humaines de manière rapide et efficace à grande échelle. La solution la plus prometteuse? Utiliser un autre virus comme vecteur. Principe? Créer un virus modifié qui intégrerait la mutation protectrice directement dans l'ADN des cellules infectées. Méthode? Utiliser une version atténuée d'un rétrovirus, un type de virus capable d'insérer son code génétique dans l'ADN de l'hôte, comme le VIH, mais sans danger. Résultat attendu. Une infection contrôlée qui transformerait progressivement chaque individu en porteur de la mutation immunisante. Ce ne serait pas un vaccin, mais une altération génétique à l'échelle mondiale. Seul problème, ils avaient donc besoin d'équipements de haute précision pour modifier et stabiliser ce rétrovirus. Et ces équipements se trouvaient à plusieurs centaines de kilomètres, dans des laboratoires en ruine. 3 commandos furent formés pour récupérer ce matériel vital. Mission 1. Paris. Récupération du CRISPR-Cas9 et du matériel de bio-ingénierie. L'équipe dirigée par le capitaine François Letellier avait pour mission d'infiltrer l'ancien Institut Pasteur et d'y récupérer les kits CRISPR-Cas9, indispensables pour modifier l'ADN du virus protecteur. Arrivés aux abords de la capitale, ils découvrirent un véritable champ de bataille. Paris, en proie aux flammes, était une ville morte où erreraient des milliers d'infectés en état de rage psychotique. Ils avancèrent en silence, s'infiltrant dans l'Institut Pasteur par les sous-sols. L'accès au laboratoire fut difficile. Ils durent forcer plusieurs sas sécurisés. Des infectés étaient piégés à l'intérieur, s'étant barricadés avant de succomber au virus. L'équipe perdit 2 hommes dans une embuscade en repartant vers le camion. Mais la mission fut un succès. Ils repartirent avec le matériel de modification génétique. Mission 2, Genève, sécurisation des centrifugeuses et des incubateurs cellulaires. Dirigée par le commandant Henrik Müller, cette équipe devait récupérer du matériel de laboratoire haute précision dans les décombres du CERN et de l'OMS. Le convoi atteignit Genève en évitant les grandes routes, mais fut rapidement confronté à un problème majeur. Des bandes armées avaient pris le contrôle de la ville. Ces milices, composées de survivants violents, avaient transformé certaines zones en forteresses et tiraient sur toute présence suspecte. Après une négociation tendue, ils purent obtenir l'accès à une partie des laboratoires. Mais leur extraction fut compliquée lorsqu'un groupe d'infectés furieux et déchaînés attaqua leur position. Ils furent forcés de tirer jusqu'au dernier chargeur pour réussir à rejoindre leur camion blindé. Mission accomplie, mais au prix de 3 morts et de plusieurs blessés graves. Mission 3, Lyon. Récupération des réactifs et des souches virales. L'équipe menée par le capitaine Rémi Delaunay devait sécuriser les stocks de réactifs biologiques stockés à l'université Claude Bernard. Le principal danger de Lyon était l'état de décomposition avancée de la ville. Les cadavres jonchaient les rues, attirant des meutes d'animaux sauvages devenus agressifs à cause de la famine. L'opération fut rapide mais éprouvante. Le laboratoire était partiellement effondré à cause des émeutes passées. Une fuite de gaz avait provoqué une explosion, rendant l'air toxique dans certaines zones. Ils utilisèrent des combinaisons NBC, nucléaires, bactériologiques et chimiques pour récupérer les produits. Ils furent attaqués par une horde d'infectés, en repartant mais purent s'extraire grâce à leur camion blindé. Avec tout le matériel nécessaire, l'équipe scientifique du silo put enfin travailler sur le vecteur alpha, nom donné au virus protecteur. Le procédé fut d'une complexité extrême, modification génétique du virus. Ils utilisèrent le CRISPR-Cas9 pour insérer la mutation protectrice d'Eléa dans l'ADN d'un rétrovirus.
séquençage et tests en laboratoire. Après plusieurs échecs, ils parvinrent à stabiliser une version viable du virus. Premiers essais sur des souris et primates. Les résultats furent immédiats. Le virus infectait l'hôte et modifiait son ADN sans effets secondaires apparents. Mais il fallait un cobaye humain pour valider son efficacité. Anna Keller, la scientifique responsable du projet, prit la décision de s'inoculer le virus. Le test ultime, pour prouver son efficacité, elle se jeta volontairement dans un tas de corps infectés. Les soldats la regardèrent, horrifiés, tandis que les infectés l'ignoraient totalement. Elle était immunisée. Désormais, il restait un dernier défi, diffuser le virus protecteur à l'ensemble de la population survivante. Deux options se présentaient. Une transmission naturelle, comme un virus classique, il se propagerait de personne en personne, éradiquant progressivement le NV-17. Une dispersion aérienne ciblée. À l'aide de drones et d'avions, il pourrait pulvériser la version atténuée du virus sur les zones encore habitées. Mais le temps pressait. Le NV-17 continuait de muter et pourrait bientôt devenir encore plus dangereux. La prochaine mission était claire. Trouver un moyen de répandre le virus protecteur à grande échelle avant que la planète ne sombre définitivement dans l'extinction. À suivre. Les chiffres étaient sans appel. En l'espace de 7 mois, le NV-17 avait anéanti près de 5,6 milliards d'êtres humains. Les mégalopoles étaient devenus des tombeaux de béton et d'acier, où seuls les infectés erraient encore, vestiges d'une humanité brisée. L'Afrique et l'Amérique du Sud, protégées un temps par leur isolement géographique, avaient fini par succomber. L'Europe et l'Amérique du Nord n'étaient plus que ruines. L'Asie, première touchée, n'existait plus en tant que civilisation organisée. Seuls quelques groupes de survivants, dispersés sur les 5 continents, avaient réussi à maintenir un semblant d'ordre. Des bunkers militaires, des communautés rurales isolées et des abris fortifiés avaient permis à environ 300 millions de personnes de subsister. Mais même eux savaient que leur temps était compté. Il n'y avait plus d'électricité à grande échelle, plus de gouvernement, plus d'économie. L'humanité était revenue à un état primitif, luttant pour la survie au quotidien. Le silo du Massif central était devenu le dernier centre scientifique fonctionnel sur le continent européen. Et c'est là que se jouait l'ultime espoir de l'espèce humaine. Après le test réussi d'Anna Keller, le vecteur alpha était prêt à être déployé. Mais comment infecter rapidement des millions de survivants? Les scientifiques du silo analysèrent les méthodes de dissémination les plus rapides et les plus efficaces. Méthode 1. Transmission interhumaine naturelle. Avantage, simplicité. Une seule personne infectée pourrait, à terme, transmettre l'immunité à toute la population. Aucun besoin de logistique complexe. Inconvénient, trop lent. Il faudrait des décennies pour immuniser une masse critique de survivants. Le NV-17 risquait d'évoluer plus vite que le virus protecteur. Méthode 2. Diffusion aéroportée. Avantage, très rapide. Quelques semaines suffiraient pour toucher tous les survivants. Facilité d'implantation, il suffisait de contaminer l'air via des drones et des avions adaptés. Inconvénient, peu d'appareils étaient encore en état de voler. Risque de destruction par les derniers survivants militarisés, qui pourraient voir cette opération comme une attaque biologique. Méthode 3. Contamination des réserves d'eau. Avantage, la majorité des survivants dépendaient encore de sources d'eau spécifiques, rivières, puits, réservoirs. Effet rapide, quelques jours suffiraient pour toucher une grande partie des survivants. Inconvénient, risque de dilution inefficace dans les grandes masses d'eau. Certaines populations totalement autonomes risquaient de ne pas être touchées. La solution finale fut un mélange des trois. Des porteurs volontaires, infectés avec le virus protecteur, furent envoyés dans des zones stratégiques pour assurer une transmission naturelle. Des drones modifiés, récupérés dans d'anciennes bases militaires, furent déployés pour disperser le virus par aérosol au-dessus des enclaves survivantes. Des infiltrations dans les réservoirs d'eau potable furent menées dans des bastions clés où des communautés humaines tentèrent de reconstruire. 3 mois après le début de la dissémination du vecteur alpha, les résultats furent visibles. Les nouveaux infectés ne développaient plus la rage psychotique du NV-17. Les porteurs sains d'alpha neutralisaient naturellement le virus dans leur organisme. Les survivants infectés, à condition qu'ils ne soient pas en phase terminale, voyaient leur état s'améliorer. En 8 mois, le NV-17 était éradiqué. Mais le prix à payer fut colossal. Le virus protecteur ne pouvait pas ressusciter les morts.
Ce qui avait été perdu l'était définitivement. Les mégapoles, vidées de leurs habitants, resteraient des ruines hantées. Le monde d'avant n'existait plus. Mais l'humanité, elle, survivait. Les survivants, désormais immunisés, commencèrent à se regrouper. Ce n'était plus une question de pays, de frontières ou de nationalité. C'était une question de reconstruction. Les premiers foyers de renaissance apparurent dans des zones rurales, là où l'agriculture était encore possible. Les scientifiques du silo furent considérés comme les sauveurs de l'humanité. Anna Keller, devenue une légende vivante, guida les premiers efforts pour restaurer les bases de la civilisation. Les priorités étaient claires. Établir des centres de production alimentaire autonomes. Reconnecter les enclaves survivantes. Réinstaurer un savoir médical et technologique suffisant pour éviter d'autres pandémies. Ce fut long. Éprouvant. Mais l'humanité n'avait pas dit son dernier mot. Le 512e jour après l'apparition du NV-17, une première transmission radio mondiale fut rétablie. Un simple message, transmis sur toutes les fréquences. L'humanité est vivante, nous reconstruisons. Si vous nous entendez, vous n'êtes pas seuls. Et dans ce monde brisé, un espoir renaissait. L'histoire ne faisait que commencer.